Engagée, proactive et dévouée, elle travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine communautaire auprès des clientèles âgées et vulnérables. Bachelière en administration des affaires à l'Université Laval, elle est directrice générale du Centre communautaire ProSanté depuis 2017. Femme de conviction, elle s'implique pour sa communauté comme peu d'autres. Conseillère à la Ville depuis novembre 2021, elle a également siégé à plusieurs conseils d'administration d'organismes de la région. Guerrière née, c'est avec un handicap visuel qu'elle devient athlète paracycliste et atteint les plus hauts sommets en représentant le Canada aux Jeux parapanaméricains de Lima au Pérou en 2019. Elle a emporté 3 médailles, dont 1 d'or et 2 d'argent. C'est avec un grand plaisir que je rencontre et découvre aujourd'hui à TVCO une femme déterminée, engagée et à l'écoute des besoins de sa communauté, une femme qui n'a pas froid aux yeux, Madame Annie Bouchard. Bonjour Annie. Bonjour Pascal. Je suis très contente que tu sois là. Donc, c'est ça, on va apprendre à te découvrir un peu plus. Dans l'intro, j'ai dit plein d'affaires, mais justement, ça donne, ça me rend curieuse de te connaître davantage. Donc, tu viens de quel genre de milieu, Annie? Tu viens de Baie-Saint-Paul? Je viens de Baie-Saint-Paul. Les gens qui ont des souvenirs, je viens de la famille Bouchard, du Moulin Bouchard, au bout de la rue Saint-Pierre. Maintenant, c'est l'entrepôt de Henri-Jean et Fils, mais à l'époque, c'était un moulin de bois, un moulin assis. Fait que moi, je viens de cette famille-là, des familles des Bouchards. OK. Ouais. Donc, c'était tes grands-parents ou pas tes parents, là, ils n'ont pas, mais tes grands-parents, eux, travaillaient au moulin, là. Mais il leur appartenait. C'était vraiment mon grand-père, ma grand-mère. Mon grand-père est décédé jeune. Décédé dans le début cinquantaine. Donc, c'est ma grand-mère avec 10 enfants qui a mené la business, plus la famille à bout de bras. Puis j'ai un de mes oncles après ça qui l'a repris. Beaucoup de mes oncles travaillaient là aussi. C'est vraiment le moulin Bouchard, le moulin à scie Bouchard. Donc, si je comprends, une Bouchard d'une grosse famille là, de Baie-Saint-Paul. Donc, la moitié de Baie-Saint-Paul, c'est tes cousins-cousines. Presque! Mais oui, effectivement. Tu sais, je suis vraiment une petite Bouchard. Je suis vraiment de Charlevoix. Ma famille vient d'ici. Il y en a plusieurs qui sont encore ici, mais plusieurs aussi qui sont à l'extérieur maintenant. Donc, tu arrives à maternelle. Toi, c'est pas gênant, là. La moitié de la classe, c'est ta famille. Tu connais tout le monde. Pour vrai, ça a dû être facile, là, tout ça. Là, les premières fois, pour toi, tu devais avoir déjà un noyau qui te suivait, finalement. Là. Je vais te surprendre. Petite fille très sauvage, très introvertie, manque d'estime de soi. Quand j'avais des cousins qui arrivaient à la maison, je me cachais en dessous du lit. Quand il y avait de la visite, je me cachais en dessous du lit. Pour vrai? Pour vrai. Il a fallu que je travaille beaucoup ce côté-là. Tu sais, aujourd'hui, bon, tu sais, je suis très expressive, je semble très extravertie, mais à l'époque, non. Et mes cousins étaient soit plus vieux ou plus jeunes que moi. J'ai 2 cousins de mon âge, mais les deux, c'était les 2 seules familles, les 2 sœurs de ma mère, en fait, qui étaient à l'extérieur. Donc, un à Québec, l'autre à Laval. Que tu côtoyais moins, alors? Bien, on se côtoyait beaucoup, mais pas à l'école. Fait que non, moi, je suis arrivée à l'école, j'avais pas tant de réseau, j'étais très à ma place, très tranquille, très intello. Oui, OK. Donc, espèce d'enfant modèle là, qui réussit, bien, en tout cas, qui écoute les directives, mettons. Et qui réussit très bien. Donc, c'est pas la turbulente, là? Non, du tout, du tout. Je suis vraiment la petite fille très sage, la petite fille qui dérange pas, la petite fille qui suit, la petite fille qui... Tes parents recevaient des beaux diplômes, là, élèves attentifs et appliqués. Exactement. Et qui devaient être contents. Avec des belles notes. Oui. Et voilà. Toi, as-tu des frères et sœurs? Est-ce que tu viens d'une grosse famille? Non, j'ai juste une sœur. On a seulement 19 mois de différence, donc elle est un petit peu plus vieille que moi. Mais elle s'appelle Caroline Bouchard. Maintenant, elle habite la Gaspésie. Donc, après ses études, elle est enseignante, fait qu'elle est allée habiter là-bas. Ouais. Puis toi, tu as décidé de rester ici? Moi, j'ai décidé de revenir ici. Après mes études, j'avais eu une offre pour travailler dans une entreprise à Montréal. Puis j'ai dit, je veux pas que tu me dises les conditions. Je veux revenir dans ma région. J'ai dit, je ferai pas un choix parce que je veux faire un choix de cœur, un choix de vie aussi.
Je pense que quand on vient vivre dans Charlevoix, on fait un choix de vie. On l'a vu la pandémie, hein, les gens ont fui la ville pour s'en venir nous trouver. Hein? Vous autres aussi, on trouvait qu'on avait un beau chez nous. Hein? Exactement. Fait que oui, moi, c'était vraiment revenir dans ma région. Ouais, je suis née sur la rue Grégoire, puis maintenant, j'habite dans le développement Transem. J'ai grandi dans le développement Transem, d'ailleurs. Ouais. Puis c'était comment chez vous? Est-ce que c'était une famille plus traditionnelle, avec beaucoup de règlements, les choses devaient être faites d'une façon assez stricte, ou c'était une famille très ouverte, qui avait tout le temps de la visite, les portes ouvertes? Bien, je dirais que c'est un mix des deux. Moi, je viens d'un milieu quand même pauvre. Ma mère s'est séparée un peu avant ma naissance. Donc, elle est tombée mère monoparentale à une époque où ça n'existait pas beaucoup. Donc, ma mère est allée sur le marché du travail pendant que nous, elle s'occupait très, très bien de nous. Mais oui, on était élevés très stricts. J'ai mon père, Jean-Paul Côté, qui est arrivé dans notre vie, je devais avoir 3 ans. Là. Fait que c'est mon père de cœur, c'est mon père. Ouais, tout simplement, c'est lui qui m'a élevé. C'est juste que notre famille, c'est très drôle quand je dis que je suis une Bouchard et que lui, c'est un Côté. Mais on aime ça mêler tout le monde. Mais si je comprends, ton père biologique, tu le connais pas? Mon père biologique, je le connais pas. Donc, voilà. Puis ta mère, elle faisait quoi dans la vie pour réussir à... Elle a travaillé d'abord dans les bars, elle a travaillé comme serveuse beaucoup. Donc, elle était là pour nous le jour, travaillait le soir, des fois la nuit. Donc, tu sais, on n'a jamais rien manqué, mais on vivait... Oui, une femme courageuse, si une je femme comprends courageuse. Oui. Mais c'est sûr que quand Jean-Paul est arrivé dans notre vie, entrepreneur, a son garage de carrosserie, donc ça a amélioré notre situation. On n'était pas... Tu sais, mais je dirais classe moyenne, on vivait correctement, tu sais, puis on n'a jamais rien manqué. Tu sais, on a fait beaucoup de sport avec eux. Ils ont fait beaucoup de sport avec nous. Tu sais, on partait en famille la fin de semaine faire du ski de fond. Tu sais, on était beaucoup en famille. Tu sais, quand tu disais tantôt, oui, élevé très strict, mais en même temps, ma mère sont 10, mon père était 9. Donc, tu sais, c'était beaucoup de monde. C'était des beaux soupers de famille. Donc, le ménage n'était pas toujours parfait. Le ménage était toujours parfait. Voilà. Le ménage était toujours parfait. Puis maintenant chez moi. Mais à l'époque, tu sais, ma mère c'est encore comme ça, tu sais, chez elle. C'est vraiment tout est à sa place, tout est tout en propre, tout est tout le temps bien. Ouais. Donc, tu étais réservée, mais tu étais sportive, si je comprends bien. Oui. Tu avais déjà de l'énergie. Oui. Mais moins avec les autres enfants, finalement. Oui. Ça s'est développé. Tu sais, j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai fait du patinage artistique. J'ai fait de la compétition de patinage artistique. Tu sais, je faisais de la natation. Tu vois, ma première année de natation, très peur de l'eau. Il m'appelait le petit minou blanc. J'étais blanche, frisée. Fait qu'il m'appelait le minou blanc. Puis, petit minou blanc, puis il trouvait ça bien drôle. Ma mère, elle m'a dit, le deuxième, parce que ma mère a peur de l'eau, elle a failli se noyer. J'ai un frère qui est mort noyé. Donc, elle dit là, je paye le deuxième, elle y va dans l'eau. Vous allez la tirer, faites ce que vous voulez, mais il faut qu'elle sache nager après le cours. Donc, c'est ça. Fait que, elle a bien fait quand même. Oui, parce que maintenant, tu sais, je touche à tout. Ouais. Tu sais, on est allé faire, à un moment donné, on est allé à Hawaï faire un camp d'entraînement. Bien, moi, j'ai dit, je vais essayer le surf. T'étais à Hawaï, c'est sûr. T'es à Hawaï, ça va avec. Ce qui est le fun à Hawaï, c'est que soit tu as des vagues très, très pour ceux qui sont experts, ou pour les débutants, c'est parfait. C'est le lieu pour apprendre. Il y a vraiment les deux. Ah, tiens, on voit une photo justement. Et voilà. Et ma première vague, il faut pas oublier, puis je vais raconter tout à l'heure, j'ai quand même un handicap visuel, puis mon instructeur en arrière, il est comme les deux mains en l'air parce que j'ai pris ma première vague. Je l'ai surfé dès ma première quand même. Bien, justement, ton handicap visuel, est-ce que tu l'avais quand tu étais enfant? C'est-tu arrivé jeune ou... Moi, j'ai l'impression que c'est récent, là, tu sais, dans ma mémoire d'Annie Bouchard, là. Bien, c'est une question, écoute, c'est une maladie qui est de naissance. Quand j'étais petite, je ne voyais pas dans le noir, mais je ne le savais pas. Tu sais, genre, j'étais avec ma soeur, mes cousines, on courait le soir. Pouf, je tombais dans la petite barbotine tout habillée. Et ma soeur, écoute, c'est drôle parce qu'on est partis en voyage dernièrement ensemble, elle disait, je te trouvais tellement manipulatrice. Ah, je l'ai pas vue, mais tu la voyais vraiment pas. Tu sais, aujourd'hui, elle prend comme ça. Mais elle dit, tu sais, moi, je te trouvais manipulatrice. Mais elle dit, non, c'est vraiment que tu la voyais pas. Fait que tu tombais, mais on le savait pas, tu sais. Je ne sais pas c'est quoi voir ou pas voir dans le noir. Fait que, tu
sais, c'est quand j'ai fait du patinage artistique, on a des figures à faire. Donc, tu sais, faire des 8 puis repasser tout le temps sur nos traces, je les voyais pas. Ce qui fait que mon instructeur a dit à ma mère, je pense qu'elle a un problème visuel. Fait que là, on a commencé à aller voir les optométristes. Ils n'étaient pas capables de m'ajouter des lunettes. J'étais allée voir des ophtalmos. J'ai eu plein de diagnostics. J'ai eu plein de diagnostics de dire, on ne trouve pas. Elle a peut-être rien, on ne le sait pas. Elle a des troubles psychiatriques, votre fille. Elle vous manipule, elle est manipulatrice. Fait que ma mère, elle dit, voyons, tu sais, une petite fille sage, tranquille, tu sais, jamais. Fait que elle ne m'a pas fait consulter. Puis le dernier diagnostic, ils ont dit, oh, c'est des espaces visuels, c'est le stress, la fatigue. Ça va se corriger en vieillissant, on va contrôler tout ça, fait que ça va se corriger. Ça aurait été le fun, hein? Mais... Bien, ça aurait été le fun, mais non. Fait qu'on a arrêté de consulter. C'était à l'âge de 21 ans. J'ai un oncle qui a dit, ben, il était à Chicoutimi. Il dit, moi, j'ai ma neuro-ophtalmo. J'ai parlé de toi. Que tu ne vois pas dans le noir, que tu as des problèmes visuels, mais qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu as. Puis elle pense qu'elle sait c'est quoi. Fait qu'elle dit, dis qu'elle vienne. Fait que je suis allée la consulter. Elle m'a envoyé faire des tests sur des machines à Montréal. Parce qu'il y en avait une à cette époque-là à Québec, mais elle était brisée. Fait que j'étais allée à Montréal. Je suis revenue à Chicoutimi. Puis elle dit, on a trouvé la rétinite pigmentaire. Puis elle est atypique. C'est quoi ça fait dans la vie? C'est une maladie dégénérative de la rétine et tu t'en vas vers la noirceur. Donc, à chaque année, ça se dégrade tranquillement, pas vite, et ça s'en va vers la noirceur. Ouais. Atypique, ça veut dire souvent, bien, il y en a qui connaissent l'émission 6 degrés. Celui-là qui a juste une vision de 6 degrés. On voit des fois, là, c'est une émission pour adolescents qui est super intéressante, vraiment bien faite. Moi, c'est la même maladie, mais elle est inversée. Donc, moi, je perds mon central d'abord. En fait, je te fixe, je te regarde, mais je ne te vois pas. Ah non! Est-ce que tu vois autour un peu, par contre, en même temps? Un peu, mais j'ai 0% d'acuité visuelle, donc je n'ai pas de définition des choses. OK. Et tout ce qui est le soleil m'aveugle, dans la noirceur, je t'aveugle. Et d'un contraste à l'autre, c'est très compliqué, mais c'est correct. Oui, mais ça ne s'améliore pas, c'est de pire en pire un peu à chaque année. Exact. Je perds la vision à chaque année, à chaque jour, à chaque mois, à chaque semaine, un petit peu. Mais par contre, c'est un petit peu, tu sais, j'ai quand même maintenant 48 ans, puis je suis capable de faire toutes mes activités, ou presque. Ouais. C'est plus les sports toute seule que je ne suis pas capable. Il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, mais je vis ma vie comme n'importe qui d'autre. Ouais, mais est-ce que c'est angoissant? Non. Non. Je n'ai pas cette personnalité-là. Quand il me l'a annoncé, puis c'est drôle parce que j'ai une collègue de travail qui m'a posé la question parce qu'elle ne m'avait jamais posé la question. Puis elle dit, t'as fait quoi comme réaction? Ouais. Bien, j'ai dit, ils ont tellement jamais trouvé, parce que je devais avoir 7 ans quand j'ai commencé à consulter pour mes yeux, puis qu'ils ne trouvaient pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, gars, à un moment donné, quelqu'un va me dire, je vais venir aveugle. Sérieusement, c'était ça. Fait que quand elle m'a confirmé c'est quoi j'avais, j'ai comme fait, bon, voilà, on a un nom, on le sait. Ah ouais. C'est dit. C'était presque libérateur. Ben pas libérateur, mais c'est comme, gars, là, on arrête, on cherche plus, tu sais, puis on le sait, puis maintenant, je suis capable de dire, j'ai la rétinite pigmentaire, puis ça va être ça ma vie. Là, on va prendre une petite pause, Annie. On va aller écouter la chanson que tu as choisie, Oui. puis on en reparle en revenant. Parfait. Le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil, yeah. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Florida Turnpike. Demain soir, j'suis à Montmagny. Non, trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout que ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion.
Alors, Annie, je reconnais les cow-boys fringants, mais pourquoi cette chanson-là? Qu'est-ce qu'elle te raconte? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Écoute, moi, j'aime beaucoup les cow-boys pour leur énergie, pour les messages qui passent dans leurs chansons. Ils ont sorti cette chanson-là juste avant la pandémie, le premier confinement. On avait cette chanson-là et les gens qui étaient sur la route, c'était nos truckers. C'était nos chauffeurs de camions pour nous apporter la nourriture, tu sais, tous les biens essentiels. Tout à fait. Et il n'y avait aucun endroit, eux autres, pour s'arrêter alors que leur famille était à la maison. J'ai dit, puis l'auteur l'a dit, il dit, ça fait plus de 10 ans qu'elle est écrite. Je ne savais pas comment passer mon message et si le message allait passer. Il a retravaillé cette chanson-là et elle est, je trouve, d'un génie. Et, tu sais, je crois qu'il y a des hasards dans la vie, mais des fois, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que tu t'attends, puis tu décides que c'est là que tu sors. Et je trouve tellement que c'est ça, elle est sortie. Le timing est bon. Oui, le timing est excellent. Et cette chanson-là, c'est ça. J'adore les cowboys. J'aurais pu choisir n'importe quelle chanson. Même leurs 60 chansons pourrites qu'ils nous ont sorties, là. Moi, je les avais toutes enregistrées, puis je les connais. Et j'adore, tu sais, j'adore leur énergie, le message qu'ils ont à passer. Ça passe. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps dramatique, mais le message est là. Ouais. Puis, fait que, tu sais, j'ai choisi cette chanson-là parce que je devais faire un choix. Je suis pas capable de choisir des chansons dans la vie. J'adore la musique. Mais une fan des cowboys. Mais oui. Je ne savais pas. J'apprends ça. C'est le fun. Oui, vraiment une fan. Écoute, je les ai vus là, à la petite... tu sais, le petit festif qu'ils ont fait. Ben là. oui, je me souviens dans le parc du Gouffre. J'ai eu le droit... Non. Il était au balcon vert. Ah! Il y avait 50 spectateurs dans notre Oui, bulle, celui 2 par 2. Écoute, j'ai chanté les chansons du début à la fin. C'est une de mes amies qui m'a amenée, qui connaît Marie-Annick, qui ont fait leur enfance ensemble. Puis elle dit, t'es vraiment une fan. Tu m'as pas juste dit ça parce que je les connais. Je dis, non, je suis une fan, je les chante toutes les chansons. Là. Ça revient dans ton histoire. Oui. Donc, après ton secondaire, tu t'en vas faire tes études à Québec. Oui. En administration. Oui. C'était quoi le rêve qui venait avec ça? Tu avais envie d'administrer quoi, toi, dans la vie? Je me suis cherchée. J'ai commencé un bac en génie chimique, une session. Génie chimique. En génie Ben chimique. Ouais. J'adorais, mais je me voyais pas passer ma vie dans une usine. Ben, J'ai dit, ça, c'est pas moi. Puis en ville, c'est sûr. En ville, sinon, tu avais ici, à l'époque, la Donahue, Ouais. qui a changé plusieurs noms depuis. Ensuite, j'ai essayé enseignement du secondaire. Oh! Mathématiques. T'aurais été bonne. J'aurais été bonne. Le problème, c'est que c'était... Je choisissais les maths, mais j'étais obligée de choisir une deuxième matière. J'ai choisi l'informatique. Je faisais la programmation. Ah ouais. Je faisais la t'aimais pas programmation. Ben non, j'aime les maths, mais j'aime pas le reste. Fait que j'ai arrêté une session. Puis t'es arrivé aussi un événement dans ma vie, puis j'ai décidé, tiens, un bac en administration. Un bac en administration, je peux tellement faire de choses. Ouais. Travailler dans plein d'entreprises, après, dans plein de milieux. Fait que j'ai décidé de faire mon bac. Fait que mon bac, j'ai fait en 2 ans et demi. J'ai dit, moi... Pas un cahier. Je suis claire, ça. Fait que je l'ai fait en 2 ans et demi. J'ai chargé mes sessions. C'était mes meilleures sessions, mes sessions les plus chargées. J'ai eu mon diagnostic de ma maladie pendant. Ah oui. Puis c'est drôle parce que j'ai des gens qui m'ont dit, ben pourquoi tu... J'ai une personne qui m'a dit ça. Pourquoi tu continues? Ça ne te donnera rien. Tu vas être aveugle. Mais voyons donc. Voilà. Mais voyons donc. Je trouverai des solutions. Ce qu'on connaît pas fait peur. Ce qu'on connaît pas nous fait dire parfois des choses de ce type-là. Oui. Tu sais, de dire, ben non, je peux faire plein de choses. Voyons. Est-ce que, mais à cette époque-là, quand tu étais à l'université, on n'a pas toutes là, nos téléphones cellulaires. Ça n'existe on n'a pas. toutes, c'est ça, nos tablettes. Ça n'existe pas. Le papier que tu devais lire, là, ça devait être quand même ardu là, pour toi. Pas à cette époque-là. OK. J'ai fait toutes mes études en étant capable de lire dans mes livres. La dernière année d'université, j'étais plus capable de lire au tableau. Donc, pour moi, tu sais, c'est majoritairement des amphithéâtres en plus. Donc, j'étais plus capable de lire au tableau ma dernière année.
Mais sinon, je suis encore capable de lire tout dans mes livres, puis de... Ouais. Wow! Puis là, après ça, justement, tu sors de l'école, tu as ton bac. Vers quoi tu te lances? Là, tantôt, tu as dit que tu n'avais pas voulu aller à Montréal. Tu avais déjà décidé de revenir à Baie-Saint-Paul à ce moment-là. Oui. Tu n'es pas arrivée directement au centre communautaire, là? Non. J'ai commencé dans le communautaire, par exemple. Dans un organisme non lucratif, donc les services de manœuvre l'appui. J'ai travaillé au Carrefour Jeunesse Emploi en tant qu'intervenante jeunesse. OK. J'ai pas intervenante dans la vie, mais je pense que c'est ça. J'avais l'attitude, tout ça. T'as-tu aimé ça, travailler avec les jeunes? Oui. Je travaillais avec les 18-24. J'avais 25. C'est fou! Ouais, fait que tu sais, c'était une belle période, tout ça. Puis j'ai décidé que je voulais aller plus dans ma branche. Donc, j'ai postulé sur un poste de directrice générale à l'Association bénévole de Charlevoix qui est à la Malbaie. Donc, travailler soutien à domicile auprès des aînés, travailler au niveau des bénévoles. Donc, j'ai travaillé 5 ans là-bas. Ah, wow! Magnifique. J'ai vraiment adoré. Et le directeur de l'époque du Centre communautaire Pro-Santé, c'était Alain Turcotte. Oui. Il m'a approché. À ce moment-là, moi, je conduisais. J'ai une maladie dégénérative, j'avais pas le droit de conduire la nuit, mais j'avais mon permis de conduire. Oui. Donc, je pouvais me déplacer. Puis Alain m'a approché pour sa relève. Il avait besoin d'une relève, tout ça. Il savait que dans quelques années, il avait pensé à toi pour prendre sa place. Ah, ouais. Je savais pas. Et j'ai dit non. Mais il dit, réfléchis-y. Écoute, ça faisait 3 semaines. Et un matin, je me suis levée, c'était de la brume. Mais tu sais, un brouillard à couper au couteau, là, que j'aurais voulu la griffe à Scooby-Doo pour découper un carreau pour voir en avant de moi. On avait une présentation avec un bénévole dans une école primaire à Clermont. Il fallait que j'aille chercher mon bénévole à la Malbaie et que je retourne à Clermont. Ce matin-là, j'ai fait « je veux plus ça ». Parce que ma vision faisait en sorte qu'en plus, pour moi, c'était une difficulté. Le brouillard était une difficulté supplémentaire. Ça l'est déjà pour un être humain normal. Avec ma vision, c'était difficile. J'ai appelé le soir à Alain, j'ai dit « j'accepte ton offre ». Mais j'ai dit « t'es conscient, tu sais ». J'ai dit « moi, je vais perdre mon permis de conduire un jour. Je perds de plus en plus la vision ». Fait qu'il me dit « écoute, Annie, il dit, je t'engage pas pour ta vision, mais pour ta vision que tu as du communautaire. » Voilà, pour toi, tu sais, tes valeurs. Ouais. Fait que tu es rentrée comme, dans le fond, comme bras droit d'Alain dès le départ. Question qui te donne les dossiers, puis exactement. te partage son savoir. Donc ça, durant 3 ans, tu dis? 3-4 ans? J'ai rentré, en fait, en 2008. Donc, 9 ans de temps. J'étais coordonnatrice au soutien à domicile puis adjointe à la direction. Wow! Alain a retardé un petit peu sa retraite. C'était correct. Puis moi, c'est sûr qu'entre-temps, j'ai commencé à faire de la compétition, m'entraîner pour espérer faire la compétition de haut niveau. Ah oui! Donc, tu n'étais pas directrice encore quand tu t'es mis dans le paracyclisme là, à fond. Oui. En 2011, j'ai eu mon diagnostic. Vraiment, j'étais considérée comme handicapée visuelle au niveau provincial et fédéral. Et en 2012, le dernier sport que j'ai fait, c'est du vélo. Puis mon optométriste à l'IRDPQ, l'Institut de réadaptation des déficiences physiques de Québec, me demandait à chaque année « Qu'est-ce que tu fais plus et qu'est-ce que tu fais encore? » Fait que là, je venais de lui dire « Bien, j'ai ressorti mon vélo ce printemps, puis je me suis rendu compte que je n'étais plus capable d'en faire toute seule. » Fait qu'il me parlait des parasports. Je suis allée lire sur Internet et j'ai fait « OK. » J'ai appelé la Fédération québécoise de sport cycliste et je leur ai parlé. J'ai dit, écoutez, je veux en apprendre plus. Il m'a référé direct à l'entraîneur canadien de l'époque. Il est venu faire un test physique chez moi. Il dit, t'es capable de commencer un entraînement pour un jour atteindre peut-être des hauts niveaux. Ah! Fait que je me suis lancé le défi. J'ai dit, écoute, j'avais 38 ans. J'ai dit, j'avais besoin de défis. J'avais plus beaucoup de loisirs que j'étais capable de faire seule. J'ai dit, bien, pourquoi pas? J'ai dit, je vais essayer de voir jusqu'où mon corps peut m'amener, jusqu'où je peux aller dans du sport, malgré un handicap, malgré, tu sais, c'est magnifique, là, les photos.
C'est moi qui est derrière, évidemment, parce que je le spécifie parce que des fois, les gens se posent la question. Ben oui. Mais évidemment, c'est pas moi qui pilote. Il faut un conducteur. Exactement. Là, si mais on est 2 athlètes sur un vélo. Évidemment, je ne peux pas conduire. Je me suis lancé le défi, j'ai fait tous les sacrifices. La discipline, au niveau alimentaire, plus prendre d'alcool, me coucher tôt, l'entraînement vraiment. Tu sais, je m'entraînais 6 jours sur 7. Donc, je travaille à temps plein. J'arrive chez nous, j'embarque dans un cuissard, je monte sur mon vélo ou je vais au gym. C'était ça ma vie pendant 7 ans de temps. Ouf. Donc, tu as été 7 ans à t'entraîner. Ouais. Vraiment énormément. Oui. Avant de pouvoir aller aux Jeux Parapan-américains. Tu l'as eu pourtant tantôt dans l'introduction. Je l'ai lu tantôt. Hein? Ouais. Donc, Ça m'a pris 7 ans pour me rendre, mais j'ai fait des Coupes du monde avant. On a intégré l'équipe. Ouais, ça prend combien de temps, là, de 0 jusqu'aux Coupes du monde? La première Coupe du monde, Espagne, c'était en 2015. Donc, de 2013, ma première saison. Donc, 2 ans. Je me suis fait opérer après ma première saison. J'ai eu une grosse opération, 2 mois arrêtés de convalescence. Donc, ma deuxième saison était plutôt calme, pas beaucoup de progression durant l'hiver. Pendant l'été, on en a fait. Okay. 2013, 2014, 2015, c'était en 2016. C'est pas vrai. En Espagne, c'était en 2016 que je suis allée parce que c'est pas avec ma première pilote. C'était avec 2017-2018. Ouais, exactement. C'était en 2016, ma première Coupe du monde. Donc, déjà après 3 ans, on est rendu aux Coupes du monde. Après 4 ans. À la 4e année, je me fais inviter à ma première Coupe du monde en Espagne. Puis après 7 ans, c'est vraiment les... Ouais. Il fallait vraiment remporter les championnats canadiens au contre-la-montre parce que les entraîneurs avaient dit on va apporter le tandem féminin qui va remporter le contre-la-montre. On n'a jamais remporté le contre-la-montre canadien. Et c'est pas nous qui voulons emmener, mais c'est nous qui l'avons gagné. C'est fou. C'est ça, c'est qu'ils ne vous prédisaient pas là, à monter si haut. Là. C'est qu'en fait, tu sais, on a des tests de puissance. Donc, puissance, je ne suis pas la plus forte. Puissance, par contre, tu sais, quand on regarde des photos, on nous voit sur des podiums, on était les plus petites. Ben oui, vous êtes minuscules. On est tout petite, tout petite. Donc, j'ai pas besoin de la même puissance que celle qui mesure 5 pieds 8, 5 pieds 9. Il y en a une qui mesurait 5 pieds 11. J'ai pas besoin de la même puissance. De un, je suis plus petite, plus compacte. Je m'excuse. Ce qui fait que j'ai pas besoin, ça, c'est vraiment avec l'équipe des États-Unis, un tandem des États-Unis. Fait que j'ai pas besoin d'être aussi puissante. Et ça prend aussi le mental. Tu sais, quand on dit c'est 10 d'effort, 90 de mental, il y a de ça aussi. Oui, je suis sûre. Mais peut-être pas tant que ça. Là. Il y a peut-être beaucoup d'efforts aussi avec l'importance du mental pour continuer à faire là, beaucoup d'efforts. Exact. C'est l'effort, il faut que tu sois là, que tu le donnes. Fait que moi, je performais quand ça comptait aussi. Okay. C'est un sprint final. Pour moi, c'était celui qui va être capable de plus souffrir va finir son sprint. Moi, je ne souffrais pas. C'est-à-dire que je ne le sentais pas parce que je me disais, je ne me suis pas rendue là pour finir la dernière. Je ne me suis pas rendue là pour finir la dernière. C'est pas vrai que je vais finir la dernière. Puis, tu sais, quitte à ce que, tu sais, je me dis, c'est un effort, là. Souvent, c'est 30 secondes. C'est 15 secondes d'effort. Intense. C'est intense. Là, après ça, tu n'as plus rien. Mais c'est le temps de vider les cartouches. C'est le temps de tout donner parce qu'il n'y en aura plus après. Tu ne peux pas te reprendre. Y a-tu plus haut? Est-ce qu'il y a les Olympiques? Il y a les Jeux paralympiques. Oui, il y a les Jeux paralympiques. Tu n'y es pas allée? Je suis pas allée. C'est-à-dire qu'en 2019, quand je suis venue des Jeux parapan-américains, pour diverses raisons, désolée, je devais prendre une décision. J'ai pris un mois de réflexion parce que j'ai laissé retomber toute l'euphorie. Parce qu'aller à des Jeux, tu es dans un village, tu as les journalistes, tu as la population, tout est sur toi. En plus, on gagne. On gagne 3 médailles, dont une d'or. L'or, là, c'est le summum. Tu sais, j'ai mis la main sur l'épaule quand on était sur le podium. Sur son épaule, j'ai dit, c'est notre moment. Clairement. On est en haut. On n'aurait pas pu faire mieux. Ben non. On n'aurait pas pu. Tu sais, on est les meilleurs aux Amériques. Voilà. À tous les Amériques. Hey. J'avais quand même 44 ans. Je me battais avec, tu sais, ma pilote, elle a 28 ans à ce moment-là. Je suis vraiment la plus vieille sur le circuit. Bien, c'est ça, t'es petite, t'es plus âgée. Tu sais, fait
J'avais beaucoup de décisions à prendre. Fait que j'ai laissé tout retomber, la poussière des jeux, de l'euphorie, tout ça. Et j'ai pris la décision de prendre ma retraite. Pour diverses raisons, puis je ne vais pas nécessairement toutes les expliquer parce que ça n'apporte rien. Mais j'ai décidé aussi de prendre du temps avec mon conjoint. Ça fait 7 ans que je fais la compétition, ça fait 10 ans que je suis avec. Fait on a vécu 3 ans ensemble, puis après ça, c'était tout pour le vélo. Il était derrière moi tout le long. Il m'a accompagné, il était toujours présent, il était important parce que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu tout faire ce que j'ai réussi à faire. C'est un peu grâce à lui quand même que tu as pu avoir le temps, puis... Mais là, je voulais passer du temps avec lui, de dire, bien, je fais des voyages, mais là, je voyage pour profiter du voyage parce que quand on s'entraîne là-bas, on fait de la compétition, on ne voit pas tant de pays, puis je voulais le faire avec quelqu'un que j'aime aussi, pour passer du temps avec lui, puis partager ces moments-là vraiment avec lui. Donc là, ça fait quelques années que c'est plus lui ta priorité. Oui. Là, on va prendre la deuxième pause. On va aller regarder l'œuvre que tu as choisie, puis on revient après pour en discuter encore. Parfait. Alors, si je comprends bien, Annie, c'est le Seigneur des Anneaux. Yes, je suis une fan finie. Plus du film, plus du livre? Les deux. Les deux? T'sais, pour moi, ça serait difficile de faire un choix. J'avais dévoré, avant que les films sortent, les livres, alors que plein de mes amis n'ont jamais été capables de les lire, de passer... J'en fais partie. Oui, et voilà. Je me suis essayée plusieurs fois et c'est long! Et tu manques plein de beaux personnages, parce qu'il y a des personnages qu'on ne voit pas dans les films. Même les films, je trouve ça long! Ah, j'adore, mais je suis très science-fiction. J'adore... Tu sais, c'est les petits personnages, les hobbits, qui vont se rendre jusqu'à la fin. On met beaucoup d'accent sur Frodon, mais en même temps, Sam. Si Sam n'était pas là... Je sais, c'est lui le plus attachant. Oui, puis c'est lui qui permet à Frodon d'aller jusqu'au bout. Ben oui. Puis, tu sais, toute la communauté, tu sais, il y a tellement de parallèles qu'on peut faire avec la vie tous les jours en plus. Ils sont tous chacun d'origine différente. Mm-hmm. Et pour sauver le monde, il faut qu'ils se trouvent une quête commune. Oui. Pour sauver chacun leur communauté. Ils se rallient ensemble. Et c'est tellement des beaux personnages. Tu sais, moi, le personnage de Legolas, l'elfe avec Gimli, le nain, les dialogues de ces deux-là, l'humour de ces deux-là, j'adore. Écoute, tu sais, quand le nain essaie de sauter puis que Legolas, il dit... Trouve-toi un petit piédestal pour te... Je trouve ça, tout est cute, tout est parfait. Ils rient de chacun de leurs faiblesses et j'adore. Je suis comme ça, moi, dans la vie, dans le fond. C'est correct, Annie. Plus je t'en parle et plus je pense que ça me ressemble beaucoup. Je vais essayer J'aimerais essayer. Mais non, c'est ça. Je suis une fan finie. Puis je sais que la science, la fiction, c'est pas fait pour tout le monde. Mais moi, tout ce qui est fiction, j'adore. Mais ça, pour moi, c'est probablement dans mes summums, puis Gandalf. Là, en parlant de ça, tu as parlé de l'importance de la communauté. Puis tu sais, comme directrice du centre communautaire, ce que vous faites, c'est pas banal, là. Vous êtes dans les besoins de base, les besoins primaires. Toi, est-ce que dès le départ, tu avais cette fibre-là là, de vouloir sauver le monde, de vouloir prendre soin? Est-ce que c'était en toi ou c'est plus justement le hasard qui t'a amené là? Peut-être qu'il y a un peu de hasard. Mais tu sais, quand je t'ai conté un peu mon histoire de vie, tu sais, je viens pas d'une famille, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas des banques alimentaires, ça n'existait pas. Le centre communautaire Pro-Santé, ma mère nous l'a fait quand même connaître tôt, parce qu'à l'époque, ça s'appelait Pro-Santé, pour aller porter nos linges, notre linge, nos jouets, tu sais, des choses qu'on n'utilisait plus pour redonner au suivant. Fait que je pense que ça va dans mon éducation aussi. Ma mère travaillait au centre d'accueil Pierre-Dupré. Dès l'ouverture dans les cuisines, elle nous amenait petites des fois. Donc, on allait avec les Indes. Tu sais, déjà, j'étais à ce contact-là. Tu sais, aujourd'hui, quand je me regarde, je suis à ma place. Je suis sur mon X. Souvent, les gens, tu sais, mes collègues vont dire, tu sais, moi, j'ai le centre de tatouer sur le cœur. Vous ne me ferez plus sortir de là, tu sais, aider les aînés. Malheureusement, nos aînés, c'est pas des votes.
C'est pas des... mais ils sont tellement merveilleux. Tu sais, toute la vie, le pourquoi qu'on est comme on est aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été là. Hein. Tellement. Ma grand-mère, j'étais très, très, très proche de ma grand-mère. Gilbert, du côté des Bouchards. La pauvreté. La pauvreté, tu sais, la pandémie, quand tu parlais de besoins essentiels, là, moi, j'ai pris ma retraite en 2019, en 2020, là, mars 2020. Là. Mon adrénaline que j'avais pu pour faire des compétitions, là, je peux te dire qu'on l'a eu au centre communautaire. Ah, ça doit. Nos portes ont resté ouvertes tout le temps. Mais les besoins n'étaient pas moins criants, peut-être même encore plus. C'était criant, l'inconnu. On devait jongler avec des conférences de presse qui nous faisaient des annonces, mais qu'il fallait les appliquer dans le milieu du travail, en n'ayant pas de moyens. Oui. Tu sais, si on se remonte. Fait que j'ai mis, tu sais, ça a développé vraiment encore plus notre appartenance au centre, notre appartenance à notre équipe, parce qu'on a une équipe exceptionnelle. Peut-être parce que c'est mon équipe de travail, mon milieu, et des gens qui travaillent là, exceptionnels. Je suis d'accord. Travailleurs, bénévoles, partenaires. On s'est rendu compte, tu sais, encore plus que ce qu'on faisait était plus qu'important. Alors que les autres organismes, les portes étaient fermées parce que c'était le confinement, tout ça. Tu sais, nous, on a aidé tous les gens parce qu'il fallait qu'ils viennent chercher leur nourriture. Donc, c'est ça. Vous donnez de l'aide alimentaire. Oui. Vous donnez de l'aide vestimentaire. Oui. Vous faites des popotes aussi. Hein? Oui. Vous allez porter aux personnes âgées des repas tout faits. Oui. C'est quoi les autres services que vous donnez au centre communautaire qu'on ne soupçonne pas, mettons? Bien, tout le volet soutien à domicile, tu sais, oui, on a les popotes roulantes. On a le transport accompagnement bénévole pour les rendez-vous médicaux. Donc, on accompagne, les bénévoles vont chercher des personnes âgées pour les accompagner, autant à Québec que dans Charlevoix. On a de la prévention de la santé. On a des cours de yoga et de conditionnement physique. Vous faites des activités avec les personnes âgées là-dessus. Oui. On a des repas communautaires, donc pour briser l'isolement. Oui. On a une activité du Club du jeudi qui se veut une journée avec des animatrices qui brisent l'isolement, qui réseautent. C'est un petit groupe qui se voit de semaine en semaine. Cette semaine, ils ont fait de l'intergénérationnel, donc une classe de 4e année qui est venue montrer à des aînés quel jeu. Donc, leur apprendre des choses, et des fois, c'est l'inverse. Donc, c'est les aînés. C'est beau, ça. C'est magnifique. Vraiment. Puis, tu sais, j'ai des intervenantes géniales qui ont des idées géniales. Là. Vraiment. Et tout le volet soutien à domicile, oui, alimentaire, vestimentaire, matériel. On a le Fonds jeunesse des jardins et Bauer qui permet d'inscrire des enfants à des activités sportives, culturelles, de loisirs. Avec les nouveaux arrivants, ça doit vous faire travailler beaucoup aussi. Hein? Énormément. Parce que, tu sais, on ne soupçonne pas, puis les gens disent « Ouais, mais c'est pas des itinérants. » C'est pas des itinérants. Tu arrives d'un autre pays, il faut que tu te loges, que tu Est-ce que vous pouvez aider au loyer? Est-ce que vous pouvez aider à l'ameublement? Est-ce que vous pouvez... On n'a pas d'aide au loyer. On a un petit fonds qu'on a réussi à aller chercher avec le CIUS pour aider pour tous les autres besoins. Mais au départ, non. C'est très récent qu'on a ça. On aide au niveau vestimentaire énormément, alimentaire. Quand ces gens-là arrivent, il faut qu'ils se meublent, s'habillent à l'hiver. Tu le sais, là. Ben oui. On a différentes couches, puis à chaque année, on change des... Tu sais, ça coûte cher s'habiller au Québec, là, avec les hivers qu'on a. Puis on a beau leur dire, apporter des vêtements chauds. Ils savent pas c'est quoi, moins 30 au Québec. Voilà. Ils savent pas c'est quoi, moins 15. Oui, puis là-bas, ça s'achète pas, le manteau d'hiver en duvet, voyons donc. Exact. Puis ils commencent pas à travailler là maintenant. Ils vont peut-être travailler la 2e ou 3e semaine qui sont arrivés. Ils n'ont pas de salaire les premières semaines. Après 2 semaines, la 3e semaine va avoir leur salaire. Mais quand tu n'as pas eu de compte au Québec, tu as un transit. Et ce transit-là fait en sorte que ton salaire, ton montant qui est déposé est gelé pendant une semaine. En plus. Fait que des fois, là, ça va prendre 5, 6, 7 semaines avant d'avoir ta première paye. Donc, il faut absolument que votre équipe soit là pour offrir le minimum. Là. Exact. Puis ton coussin, il a fondu. Ben oui. Tu sais, le coussin, là, au début, il est là. Puis, mais c'est ça. sûr, Puis les ça enfants qui vont à s'épuise l'école, bien, le matériel scolaire et tous les vêtements qui vont avec. Je comprends. Est-ce que vous aidez pour le matériel scolaire? On peut aider un peu. Ouais. Là, je veux qu'on change complètement de sujet parce que, comme j'ai dit dans mon intro, tu es aussi conseillère municipale. Oui. Depuis 1 an et demi, 2 ans.
Depuis novembre 2021. Ah, bien, un bon 2 ans. Comment tu trouves ça? J'adore. Ah oui! Moi, je voulais aider ma communauté d'une autre façon. Et j'ai eu le plus beau compliment d'un conseiller à un moment donné. Il dit, Annie, merci. Parce que je connais nullement le communautaire. Tout ce que tu nous donnes comme information, c'est toutes des choses que je ne connaissais pas. Et tu apportes quelque chose de différent, et c'est ça que je voulais apporter. Je voulais apporter mon centre communautaire, ma communauté. Parce que, tu sais, la communauté, là, salaire moyen là, de Saint-Paul, 35 000 $. C'est pas élevé. C'est pas beaucoup. Puis ces gens-là, il faut qu'ils soient représentés aussi à la ville, parce que moi, je veux que les gens continuent de rester. Je le sais, c'est quoi habiter dans un appartement, puis, tu sais, vivre avec ce qu'on a. Je le sais, c'est quoi. Mais je veux que ces gens-là puissent continuer de vivre ici. Oui. Je veux pas qu'on soit obligé de s'exiler de Baie-Saint-Paul. Puis pour ça, bien, il faut s'impliquer. Fait que, pour moi, c'était de pouvoir redonner à ma communauté, puis d'apporter ça avec moi, puis de défendre ces gens-là. Puis les gens, tu sais, j'ai un handicap, bien, il faut en parler aussi. Puis il faut adapter toutes nos infrastructures, il faut adapter notre vie à ces gens-là pour qu'ils puissent continuer de vivre ici. Puis ça, on n'a peut-être pas du retard, mais on n'a pas d'avance sur ce point-là, c'est sûr. Donc ça, c'est un des dossiers que tu portes, probablement, l'accessibilité, peu importe les handicaps. Là, si j'ai bien compris, tu dois aussi travailler fort pour qu'il y ait de nouveaux logements, finalement. Logement abordable pour revenus modestes. Donc, c'est important le revenu modeste parce que le logement abordable peut être aussi pour les riches. Mais ce que je veux, c'est vraiment pour revenus modestes. Oui. Fait que c'est mon gros dossier. Mais j'ai réuni déjà des belles personnes autour de la table, puis on espère beaucoup pouvoir aller chercher des sous pour y aller rapidement. Ouais, moi aussi, je pense que c'est vraiment essentiel. C'est primordial. Oui, vraiment! Est-ce qu'il y en a d'autres des dossiers en tant que politicienne que présentement, là, tu... Bien, tu sais, oui, c'est sûr qu'on est toujours sur tous les dossiers un peu, mais c'est ça, je suis comité voirie. Donc, pour moi, les infrastructures, je trouvais qu'on avait un SALI, c'était important. Que, tu sais, je veux que ma ville soit belle puis qu'on l'entretienne bien parce que ça coûte moins cher aussi aux citoyens. J'ai défendu beaucoup aussi dans le dernier budget. Je voulais, tu sais, leur pourcentage d'augmentation des taxes, il était plus élevé. D'abord, moi, j'ai dit, on cible le 2 %. Si on n'y arrive pas, on augmentera, mais je ne veux pas alourdir avec l'inflation qu'on a eue l'année passée et actuelle. Je ne veux pas imposer le même taux d'inflation à nos citoyens. Fait que travaillons pour le 2 % pour y être arrivé. Fait que, tu sais, c'est ça que je défends. Tu sais, puis aussi, le milieu sain. Tu sais, il y a eu un peu, bon, on en a entendu parler un peu du milieu des collègues de travail, tu sais, de la ville de Baie-Saint-Paul. Et pour moi, ça, c'est important. Je trouve qu'en 2023, mais à l'époque, à 2021, pour moi, je trouve que c'est essentiel. On sait c'est quoi des milieux toxiques. Je ne veux pas entendre ça. Puis pour moi, c'est important et je prône vraiment que les gens soient bien parce qu'au milieu du travail, on passe une majorité de notre temps là. Oui, on est tout le temps au travail. Fait que c'est important d'être bien au travail et d'aimer ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a, Annie, un moment marquant là, que tu dirais qui a changé le cours de ta vie? Je pense que, tu sais, le diagnostic de ma maladie. Oui, c'est sûr. Ta plus grande qualité ou défaut, celle là, qui a fait que, justement, que tu as pu réaliser ou échouer là, à cause de cette particularité-là? Un grand défaut, orgueil, qui m'a beaucoup servi dans tout ce que j'ai toujours fait dans la vie. Bien, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que des fois, c'est une nuisance d'être orgueilleuse, mais c'est ça. C'est évident. Y a-t-il quelque chose qu'on serait vraiment surpris d'apprendre sur toi? J'étais un petit pitbull. Ça veut dire quoi, tu mords? Je jappe fort et je mords. C'est-à-dire que je suis très droite dans la vie. Tout ce que je crois, je vais le défendre. Mon équipe de travail, je vais les défendre. Ma famille, les gens que j'aime. Donc, je suis quelqu'un qui peut se fâcher et être très, très imposante. Ah ouais, t'es capable d'être pas fine. Pas fine, mais comme une amie me dirait, je suis capable d'envoyer chez quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Ah, je m'excuse, je sais pas si j'avais le droit de le dire, mais... C'est quoi le plus grand défi que tu as relevé? Je pense que c'est vraiment, écoute, de me rendre jusqu'aux Jeux parapan américains. Tout ce que ça demandait à l'âge que j'avais, en plus de ma vie familiale, de ma vie professionnelle. Si je te demande, est-ce que c'est ta plus grande fierté?
t'en as une autre? Je pense que oui. Je pense que, tu sais, me rendre sur la plus haute marche du podium, il n'y a rien qui équivaut à ça. De représenter ton pays puis de monter sur la... Tu peux pas être plus haut. Il n'y a pas rien d'autre plus haut. Annie, si tu pouvais recommencer au début, là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Tout ce que je le fais est réfléchi. Et non, j'assume mes choix, puis je recommencerai rien de ce que j'ai fait. Est-ce que tu as encore un rêve, quelque chose que tu aimerais vraiment accomplir, là, qui n'est pas... Moi, je veux voir le plus de pays possible avant de perdre complètement la vue. Je veux voyager, voir partout. Fait qu'à chaque fois, checklist. Une passionnée de voyage, je ne savais pas. Yes. Puis comme dernière question, on a terminé. Est-ce que la vie t'a appris une leçon? As-tu une leçon à nous donner? Bien, tu sais, sans dire leçon, mais ce qui est un peu mon leitmotiv, si tu veux, c'est mon carpe diem. Saisir le moment présent, vivre là maintenant. Tu sais, arrêter de repousser plus tard, c'est là qu'il faut vivre. Donc, c'est mon carpe diem. Puis là, pas d'excuses, pas de limite. À chaque fois qu'on se donne des excuses, c'est là qu'on se limite puis qu'on va pas plus loin. Fait que moi, je pense que le pas d'excuses, pas de limite, là, il est hyper important. Puis, tu sais, j'ai un handicap, là. Ouais, puis c'est pas une excuse. Ouais, t'es pas douce envers toi-même. En tout cas, Annie, ça a vraiment été un grand plaisir là, de te découvrir, de te rencontrer. C'est ça, en faisant vraiment le tour de ta vie. Là, c'était passionnant. Je te remercie beaucoup. Bien, merci à vous autres. Ça fait un très grand plaisir.